Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous allons parler aujourd'hui de la démocratie à l'épreuve de la mondialisation. Titre qui peut paraître comme ça assez bateau, mais au regard des invités, vous allez voir, ça va prendre une coloration qui ne devrait pas vous déplaire. Surtout que ce sont deux des favoris, des icônes, pourrais presque dire, puisque maintenant le terme est totalement galvaudé. Alors nous aussi, sur Radio Courtoisie, nous avons nos icônes, et en particulier dans ce livre journal de géopolitique profonde, et ce sont deux de ces icônes qui vont débattre aujourd'hui, et je pense qu'ils seront pourtant globalement d'accord. Donc on ne sera pas vraiment sur une controverse, loin s'en faut, mais on sera plutôt sur des compléments entre l'un et l'autre. J'en profite déjà au début de cette émission pour remercier bien évidemment Virginie à la technique, Nini Vlam, voilà. Nini Vlam, c'est N2E Vlam. Si vous voulez la retrouver sur YouTube, on dit YouTube, c'est ça? YouTube, non, YouTube. Et Patrice bien nous apportera à nos invités et à moi-même vos questions, observations, remarques, toutes plus agréables, je n'en doute pas, les unes que les autres. Et c'est celles-ci uniquement que nous passerons d'ailleurs, pas les autres. Voilà, donc la démocratie à l'épreuve de la mondialisation, ou la démocratie à l'épreuve du peuple, après tout. On se plaint beaucoup des résultats des élections, mais après tout, les gens ont voté, ils avaient l'occasion de voter. Il y a une partielle dans l'Isère, tiens, première circonscription de l'Isère, pas plus tard que très bientôt, puisque pour un scandale, c'est amusant, c'est toujours sur eux que ça tombe. Ceux qui, normalement, devraient être des hommes bien déconstruits. Écoutez, Madame Rousseau, les LFI, donc un scandale de plus, donc ils démissionnent. Il va y avoir donc une nouvelle élection, une partielle. Alors, il y a entre autres Grenoble qui est, je crois, dans leur circonscription, et vous retrouverez les deux favoris que sont Olivier Véran, qui a été de peu battu lors de la dernière élection, après la dissolution, et en face, la sémillante, et elle va se rattacher à LFI, ça a été une exigence évidemment de LFI, qui n'est autre que Lucie Castet. Lucie Castet qui expliquait le jour même où la petite Philippine était sauvagement assassinée dans le bois de Boulogne par un OQTF, qui venait juste de sortir de prison, après avoir commis un viol qui lui a valu quand même quelques années de prison, disait le soir même sur une chaîne d'infos en continu, oui, il faut absolument légaliser l'ensemble des clandestins, qu'ils aient d'ailleurs, ces sans-papiers, un travail ou qu'ils n'en aient pas. Après tout, les Français, face à ce genre de situation, à ce genre de candidat, devraient, en toute logique, arbitrer de telle manière que ces personnes ne puissent pas. Je ne parlerai pas de Olivier Véran, c'est une autre polémique, mais quand même aussi, en tout cas que ces personnes ne puissent pas accéder à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Ça paraît évident. Là, on est sur la démocratie directe. Pas directe, mais en tout cas, c'est direct au sens où on sait à quoi s'en tenir. Donc, on devrait savoir pour qui voter sans en plus subir, comme ce fut le cas après la dissolution, une sorte de nouvelle quinzaine de la haine, où tout a été fait pour modifier finalement les scores des élections européennes et du premier tour des élections législatives. Là, on est sur une partielle, franchement. Les esprits se sont calmés. Le Rassemblement national est devenu caution d'un gouvernement Barnier soutenu par la Macronie. Bon, tout devrait être vite réglé, à moins qu'il existe déjà peut-être dans ce pays, la France, un électorat qui s'est substitué à un autre. C'est un questionnement, et c'est une des questions que je vais poser donc à nos invités. Parce que justement, ils sont l'un comme l'autre, alors pour des raisons diverses, adeptes de la démocratie directe. L'un, et il est en visio, et pour cause, puisqu'il est suisse, et c'est Oskar Freisinger. Donc évidemment, et on salue Oskar Freisinger, qui nous fait le plaisir d'être dans cette émission de Libre Journal de Géopolitique Profonde. Bonjour Oskar. Bonjour Nicolas. Et voilà, Oskar veut peut-être d'ailleurs présenter son ami Christian Vannès qui est dans le studio pour ce qui le concerne. Christian Vannès qui préside à Démocratie Directe en France.
On le sait, cet ancien député du Nord, député de la droite populaire, avait même en son temps fait une proposition de réforme constitutionnelle pour tenter d'adopter en France un équivalent en termes de référendum d'initiative populaire à ce que Oscar Freisinger et les siens connaissent en Suisse. Bonjour Christian Nicolas, Vallès, et bienvenue. Bonjour Oscar. Et j'ai un grand plaisir de vous revoir. Et j'ai envie de dire bienvenue chez vous. Vous êtes un ancien patron d'émission, on le dit aussi, de Radio Courtoisie, particulièrement apprécié de nos auditeurs. Vous avez écrit un livre dernièrement, il y a quelques années maintenant, qui s'appelait « L'identité ou la mort ». Et un livre bientôt à paraître. On ne va pas le divulgacher ou on peut en dire déjà 2 mots? Non, non, on attend ça à son édition prochaine. Alors, peut-être commencer avec vous, Christian Vannest. Okay. Justement, peut-être sur cette élection législative en Isère. Est-ce que la démocratie directe, telle que vous l'imaginez, peut encore sauver un pays comme la France quand des cas de figure tels que ce qu'on voit dans l'Isère va probablement se réaliser, c'est-à-dire l'élection par une majorité des électeurs, en tout cas de ceux qui vont voter, pour des personnes qui, on ne peut pas dire, constituent, que ce soit Véran ou que ce soit Castet, des patriotes. On disait la démocratie, ça va au service des patriotes, en particulier la démocratie directe. Est-ce que ça ne vous interroge pas déjà au préalable? Si, mais vous avez bien posé le problème. En fait, il faut toujours se souvenir de l'étymologie du mot démocratie. La démos en grec, le peuple, et cratie, le pouvoir. Bon, il faut toujours se souvenir que en démocratie, c'est le seul pouvoir légitime, le seul détenteur, le seul souverain. Le seul sacré. Le seul souverain, c'est le peuple. Oui, mais alors là, il y a un problème. C'est qu'il faut qu'il y ait encore un peuple. C'est ça. Et là, le thème de votre émission est excellent parce que la mondialisation met cette notion même de peuple en péril. Et en péril d'abord par, bien sûr, les mouvements de population. C'est ça. Plus il y a de l'immigration dans un pays, plus il y a un autre peuple qui vient et qui, en raison de son nombre, ne peut pas être assimilé, mais conserve ses coutumes, ses mœurs, ses idées, eh bien, la démocratie peut être en péril. Vous savez, il faut toujours se souvenir de la pensée de Montesquieu, qui disait que dans un pays, en fait, il y avait quelque chose au-dessus de la loi, c'était les mœurs. En fait, ce qui permet à la démocratie d'exister, et qu'effectivement ce soit le peuple qui décide des lois, eh bien, c'est le fait que ce peuple a des mœurs. Je pense que d'ailleurs, c'est l'origine du succès suisse. C'est que les Suisses ont gardé une sorte d'identité morale, en quelque sorte, une façon de se comporter qui apparaît notamment dans la façon dont ils votent avec beaucoup de sagesse, souvent, lorsqu'on leur pose des questions dans le cadre des votations. Il est vrai que plus un pays est chamboulé par l'arrivée de peuples étrangers, d'une population étrangère qui n'est pas assimilée, qui conserve des mœurs différentes, eh bien là, effectivement, la démocratie est en péril. Alors, elle ne l'est pas que sur ce point, en raison de la mondialisation, mais ça, c'est le premier point. Et je pense que malheureusement, une ville comme Grenoble, qui est une ville qui témoigne par les deux bouts, en quelque sorte, de la perte du peuple, eh bien, donne l'exemple du risque que nous courons. C'est-à-dire d'aller vers une démocratie qui n'est plus véritablement une démocratie. Pourquoi ? Parce qu'elle sera dominée par deux types de populations. Une population qui sera étrangère et qui votera pour l'extrême gauche, pour Mélenchon ou pour ses représentants. Et puis il y a une deuxième population. Oui. C'est une population, par exemple, très marquée par les universitaires. Alors là, on quitte également la nation, mais pas de la même façon. Ce sont des gens qui, par leur formation, ont été, dans le fond, éduqués à mépriser les notions de peuple, de nation, et à vivre déjà à l'étranger, en quelque sorte. Donc, il y a les étrangers réels venus du dehors, et puis il y a les étrangers de l'intérieur. Et il y a les étrangers de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument aucune espèce de conscience nationale, et qui eux aussi ont des mœurs qui vont à l'encontre du maintien de l'unité nationale et de l'identité nationale, et donc de la nation, et donc
de la démocratie. Voilà les deux risques. Deux formes de déracinement. Voilà, les deux formes de déracinement. Enfin, oui. Il y a un déracinement de gens qui se sont déracinés de chez eux et qui ne s'enracinent pas chez nous, mais qui sont là quand même. Et puis, il y a ensuite les gens qui sont déracinés. Ça reprend le fameux... Enfin, le roman qui a été célèbre en son temps, celui de Barrès, bien sûr, Les Déracinés, qui déjà visait à une époque où l'immigration était beaucoup plus faible, contrairement à ce que disent les gens qui a toujours eu l'immigration en France. C'est complètement... Macron l'a encore dit il y a quelques jours. Mais c'est complètement faux, hein, pas du tout. Et donc Barrès visait, en fait, dans les déracinés de l'intérieur. C'est-à-dire les gens qui, en raison du niveau de leur formation, reçoivent une éducation... il faisait allusion à son professeur de philosophie kantien, hein, c'est-à-dire qu'ils leur apprennent à ne penser que universel. C'est ça. Et l'universel, c'est la négation du particulier. Oui. Et donc, quand on est dans la pensée universaliste, on est dans une pensée qui risque de devenir anti-française. Et là, avec la gauche actuellement, on sait bien. Moi, je passais mon temps, quand j'étais à l'Assemblée, à dire... j'avais eu un problème avec une députée de Paris qui ne l'est plus maintenant, une socialiste, hein, à dire que, bien sûr, le PS, pour moi, c'était le parti de l'étranger. Mais c'est vrai qu'avec Mélenchon, maintenant, on a une sorte de super parti de l'étranger. Voilà. Donc, il y a une sorte de course à l'étranger, à gauche. Merci Christian. On va demander son avis justement. Christian Van Est, Oscar Freisinger faisait entre autres référence avec Montesquieu à la nécessité pour un peuple d'avoir des mœurs. Il disait mais en Suisse justement, les Suisses ont des mœurs et on s'interrogeait suite à des projections sur une élection partielle législative dans l'Isère comprenant la ville de Grenoble. Et son maire, qui fait souvent parler de lui, dont on pourrait parler d'ailleurs, du fait que justement le peuple de France, vous avez entendu sur ces deux déracinements, n'a peut-être plus de mœurs. Donc ça interroge sur le fait que la démocratie directe puisse venir demain au secours du peuple, en France. En France, il faudrait changer complètement le système. Vous ne pouvez pas greffer du jour au lendemain sur un peuple qui n'a jamais été habitué à cela, parce qu'il n'a connu que finalement ce qu'avait créé plus ou moins Louis XIV. Après, c'est Robespierre qui a pris le rôle, Napoléon. Vous avez toujours ce pouvoir très centralisé. Donc, c'est très jacobin, la France. Donc, vous ne pouvez pas greffer là-dessus, comme ça, du jour au lendemain, la démocratie directe, parce que les gens n'y sont pas préparés. Donc, imaginez, le peuple suisse, un jour, on lui a demandé s'il voulait 5 semaines de vacances ou 4. Eh bien, elle a pensé que c'était mieux 4. Moi, je crois que le peuple au monde qui est capable de faire ça, parce qu'ils vont demander ça aux Français, je pense qu'ils vont demander 6. Donc, vous voyez, non, ce que je veux dire, c'est bête comme exemple, mais ça dénote de ce qu'il faut pour arriver à faire fonctionner une démocratie directe, c'est-à-dire une longue tradition, un système qui ne prend pas en otage la démocratie, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis. Toutes ces démocraties-là, ces prétendues démocraties qui font la leçon au monde entier, ne sont plus du tout des démocraties. Prenez l'exemple de votre département. C'est un faux choix. Dire, si vous voulez que la démocratie fonctionne, il faut que les gens aient un choix réel. Mais là, c'est pas un vrai choix. Vous votiez l'un, vous votiez l'autre, vous avez la même soupe. Donc, finalement, c'est juste de savoir si c'est une soupe gris clair ou une soupe gris foncé. Mais vous n'avez pas de choix réel. Et quand il y a un choix réel qui se présente, on voit là maintenant en Allemagne avec l'AfD, par exemple, on veut essayer d'interdire le parti. Donc on dit, au nom de la démocratie, on va interdire la démocratie. Donc c'est assez fort quand même. Ou alors, vous avez le phénomène qu'il y a eu en Italie avec Meloni et qu'il y a maintenant avec le Front National, enfin le Rassemblement National en France, c'est que ce parti, tout à coup, en fait, trompe ses électeurs parce finalement, il s'adapte complètement à ce qu'il combattait jusque-là. Donc, il trahit ce qu'il a dit pendant les élections. Parce que moi, le Rassemblement National, j'y ai jamais tellement cru. Parce qu'ils sont au fond aussi étatistes, centralisateurs, jacobins, etc. C'est pas vraiment le modèle que nous avons, nous, avec l'UDC en Suisse. Alors, en Suisse, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a la démocratie directe, oui, mais il y a quand même une menace. Et cette menace, elle pèse sur la démocratie depuis les débuts. Et celui qui l'a exprimé, c'est Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, 1830, où il dit, à un moment donné, les démocraties, puisqu'elles tendent tellement vers l'égalitarisme, elles vont juger que cet égalitarisme prime sur la liberté. Et c'est la fin de la démocratie. Vous allez avoir une sorte... Et lui n'arrivait pas encore à le nommer. Il dit d'ailleurs dans son texte, je n'ai pas de terme pour cela, mais ce sera quelque chose qui est une contrainte qui paraît être une liberté, mais qui ne l'est pas, parce que la liberté est mise en cage, etc. Donc il le décrit assez bien.
il y a déjà pas mal d'années quand même, on imagine 1830. Et c'est le danger que nous courons. Alors, il y a des régulateurs qui sont en train de dysfonctionner complètement. Et pour moi, le dérégulateur le plus important et le plus néfaste, c'est les médias qui ne jouent plus leur rôle. Les médias sont tous achetés maintenant. Alors, mis à part, évidemment, des médias alternatifs comme le vôtre, etc. Mais pour le reste, les médias de réinformation, mais sinon, le reste, ils sont achetés. C'est exactement tous la même soupe. On leur dit ce qu'il faut dire. C'est carrément la CIA et l'OTAN qui dirigent derrière. Et voilà, Poutine mauvais, Trump mauvais, celui-ci il est gentil, celui-ci il est méchant. Puis on fait du manichéisme, bon méchant, on distribue les points. Et puis les gens, il faut 2 salaires maintenant pour faire vivre une famille, le pouvoir d'achat qui baisse. On va trimer, on n'a pas tellement de temps de s'informer. Le soir, on s'abrutit devant le téléviseur qui nous suce le cerveau. Et ça, c'est pas un citoyen responsable qui va ensuite prendre des décisions en connaissance de cause. Mais qui a encore le temps d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, qu'est-ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qui se passe avec le Hezbollah, avec Israël, etc. D'aller vraiment chercher quelles sont les racines de de ce foutoir qu'on est en train de créer. Et alors, si je prends par exemple maintenant la démocratie chez nous, la différence qu'il y a, c'est que quand on a une élection au Conseil national, c'est-à-dire la Chambre du peuple, le nombre d'élus correspond réellement au nombre d'électeurs. Vous avez tant d'électeurs, vous avez tant d'élus, mais le calcul, il est juste. En France, non. Parce qu'il y a ces découpages, et puis il y a ces triangulations. Vous avez tout un système mathématique qui permet en fait de trahir la volonté de l'électeur, même s'il l'a exprimé démocratiquement. Parce que moi, venu de Suisse, j'ai observé ça de Suisse. Je n'arrive pas à comprendre, c'est pour moi une incompréhension totale, que le parti qui fait 11 millions de suffrages, il sort 3e, que le parti qui fait 7 millions de suffrages, il sort 1er, et que le parti qui fait 5 millions de suffrages, il continue à gouverner. Franchement, c'est quand même fort. Je veux dire, alors là, pour m'expliquer les mathématiques. Pire en Angleterre, c'est encore pire, les communistes, qui ont fait 12%, ils ont 70 sièges. Et comment il s'appelle le parti du Brexit là oui. Farage, Nigel Farage a fait 14%. En plus, il a 5 sièges. Non, mais expliquez-moi. Et pourtant, ça, c'est un scrutin uninominal à un tour, tiens. Voilà, je voulais donc terminer là-dessus. Vous voyez qu'on peut dévoyer n'importe quel système, on peut le pervertir. Alors, si on contrôle les médias, si on contrôle certains mécanismes électoraux, et puis en plus, l'erreur, elle vient du fait que, je crois que je l'avais déjà exprimé, vous avez un De Gaulle qui était un géant, et puis il a fait une 5e République à sa mesure. Il a pensé que je pense qu'il a pensé que ses successeurs allaient être des géants. À chaque fois, le nain de jardin, il est plus petit. C'est comme les poupées russes. Vous pensez que la poupée la plus petite est là. Non, il y en a encore une qui est plus petite. Et vous croyez qu'avec Flamby, vous avez touché le fond. Ah non, il y a encore Macron. Puis, Dieu sait ce qui va venir derrière. C'est peut-être pas la dernière poupée. Donc, comment voulez-vous réformer cela? Il faudrait vraiment un changement fondamental, même des mentalités. Je dois avouer être un peu... Alors, comme je vous l'ai dit une fois, on peut peut-être commencer à introduire des éléments de démocratie directe dans le plus petit des niveaux, c'est-à-dire là où les décisions sont plus proches du peuple, c'est-à-dire au niveau communal. Si vous commencez, modeste, à donner du pouvoir de démocratie directe, que les gens, parce que dans une commune, effectivement, les décisions qui sont prises, elles sont proches du vécu des gens, et on implique les gens et qu'ils apprennent cet exercice de démocratie directe, et puis qu'on monte ensuite les échelons, je pense que ça peut aller, mais du top vers le bas, du top vers le bottom, là, vous n'arriverez pas. Vous ne pouvez pas commencer à venir et puis dire, prof, on va maintenant introduire là un référendum, parce qu'ils vont encore trouver un moyen pour... on a vu ça avec quand la France a voté les accords de Nice et puis les accords de Lisbonne. Là, la Constitution, j'ai la Constitution européenne, ouais. Constitution Giscard en 2005. Par faire voter jusqu'à ce que la réponse elle corresponde aux attentes des gens qui... Autre chose. Voilà, ça, c'est au Danemark. Ils font voter jusqu'à ce que les électeurs arrivent à récipiscence. Mais on va peut-être donner la parole à nouveau pour un retour de Christian Vannès. Je pense que sur la démocratie locale, je me souviens très bien d'ailleurs de ce projet de cette proposition de réforme constitutionnelle où vous aviez les 2 articles. Et dans le second, en effet, mais j'ai pas l'impression
Christian Vannès, vous qui en plus présidez à une association Démocratie Directe en France, que vous faites de la démocratie directe locale votre priorité, mais vous pouvez répondre là-dessus, mais aussi auparavant sur ce que vous avez entendu de la part d'Oscar, hein, bien sûr. Oui, alors c'est toujours avec une certaine humilité que je tourne mes regards vers la Suisse. Et quand j'écoute Oscar Freisinger, effectivement, ça me fait encore une leçon d'humilité parce que bon, il analyse les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bon sens, beaucoup de lucidité, et notamment son regard percutant sur les résultats électoraux et leur transformation. En matière de pouvoir, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit c'est parfaitement vrai. Chimie électorale. Hein. Soyons clairs, dans les deux cas, et c'est un point sur lequel je serais moins en accord avec lui, dans les deux cas, différents de notre système. Nous avons un système électoral pour les législatives, donc uninominal, mais à 2 tours. Bon, on se rend bien compte, quand on analyse la manière dont le scrutin s'est passé, qu'il y a eu manifestement une malversation de la part des partis qui se sont alliés, alors que précisément, ces partis n'ont rien en commun. On a eu une alliance, au moins entre l'extrême gauche et la gauche, et ce qu'on pourrait appeler le centre, c'est-à-dire les macronistes. Ces gens ne sont d'accord pour rien, et on le voit maintenant, puisque les uns sont dans l'opposition et les autres essaient de maintenir une majorité, alors qu'effectivement, ils n'ont pas cette majorité en nombre de voix. Mais néanmoins, ils ont quand même sauvé beaucoup de sièges parce que beaucoup de gens d'extrême gauche ont voté pour des centristes et beaucoup de centristes ont voté pour des gens d'extrême gauche. Ce qui fait qu'au niveau des électeurs, on a eu une sorte de majorité de fait et qu'au niveau du pouvoir, on n'a pas cette majorité. C'est pratiquement la loi des apparentements sous la 4e République qui avait été créée contre le général de Gaulle. C'est-à-dire que la fin de la 5e République, création du général de Gaulle, renoue avec ce qui s'était, mais c'est le renversement complet de tout. Je pense qu'il faut quand même dire à nos amis suisses que, par bonheur, ils n'ont pas de génie. Des Mozart, des voilà, génies. Nous, on a des génies. Et on a un génie à l'Élysée. On devrait s'en rendre compte. On en avait un à Bercy longtemps, pendant des années. Mais ce type a trouvé... Mais c'est pratiquement miraculeux ce qu'il a fait. On a construit la meilleure constitution que l'on ait eue depuis que la France est en République. Ça s'appelle la 5e République. Oui. Ça fonctionnait bien. Oui. On avait même survécu au problème des cohabitations. Oui. Extraordinaire. Et ce type a trouvé le moyen de faire de la 5e République, il a trouvé le moyen de faire de la 5e République une 4e République beaucoup plus nulle, parce que la 4e République, rappelons-le, sur le plan économique, elle avait de bons résultats. La France se portait bien. La croissance était même exceptionnelle en France sous la 4e. Elle a continué sous la 5e, au début tout au moins. Mais aujourd'hui, non, on n'a rien. On a une politique économique qui est calamiteuse, on a une insécurité qui grandit, on a une immigration qu'on ne maîtrise pas, et on a une politique étrangère, alors, mais tellement lamentable que la France, qui essayait encore d'être un peu plus que ce qu'elle était, et avec le général de Gaulle, il y parvenait parfaitement bien, aujourd'hui, non, elle est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a un président qui dit un jour une chose, et qui dit le lendemain le contraire, qui un jour dit il faut faire une coalition contre le Hamas, et qui le lendemain dira il ne faut plus donner d'armes aux Israéliens. Bon, oui, c'est vrai. Écoutez, franchement, avoir un type comme ça à l'Élysée, bon, la seule conclusion négative de ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, et je reprends ce que disait Oscar Freisinger il y a un moment, c'est on ne peut pas changer un peuple du jour au lendemain. Et c'est vrai que les Français n'ont peut-être pas tout à fait la sagesse des Suisses lorsqu'ils votent. Et la preuve, bon, ils ont voté pour Macron. Personnellement, je n'ai pas voté pour Macron, mais enfin, eux l'ont fait. Et ils voient le résultat maintenant, ils ont fait un très mauvais choix, qui est dû à quoi ? Et là, je rejoins encore une fois Oscar, qui est dû essentiellement à la domination du peuple étranger dont je parlais tout à l'heure, c'est la domination du peuple étranger de l'intérieur, c'est-à-dire de notre caste oligarchique qui domine le pays et qui, dans le fond, règne sur un périmètre extrêmement étroit, quelques arrondissements de Paris. Et on a fait le tour. Ce sont eux qui décident de tout ce qui se passe en France. Que ce soit les élus, que ce soit les hauts fonctionnaires, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit le Conseil constitutionnel, etc. Ce sont ces gens-là qui décident. De ce point de vue-là, les parlementaires qui représentent la France profonde ne font pas le poids. La preuve, chaque fois qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui déplaisait à Macron, le Conseil constitutionnel
a cassé cette chose. C'est vrai. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où les Français, pour l'instant, ne sont plus en démocratie, il faut dire ce qui est. Alors, je pense pour ma part qu'il faut que la démocratie directe ne commence pas par le bas, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'elle commence par le haut, parce qu'aujourd'hui, la France se trouve devant un tel mur de difficultés, dans une telle impasse en ce qui concerne son avenir et l'avenir des Français, qu'il faut qu'un certain nombre de réformes structurelles soient faites. Or, ces réformes structurelles, les politiciens n'osent pas les faire, et aujourd'hui, on est dans une situation qui rend les réformes structurelles encore plus difficiles, puisque pour une réforme structurelle, il faut évidemment des majorités solides, des majorités larges et solides. On ne les a pas. Donc tout ce que pourra faire le Premier ministre actuel, M. Barnier, ce sera faire quelques changements, non pas législatifs, mais purement administratifs, purement réglementaires. On en parle pour certaines choses en ce qui concerne l'immigration notamment, mais il ne pourra pas réformer structurellement le pays. Or, le pays a besoin de ça. Et je pense donc que ça, on ne pourra le faire que par des référendums. Maintenant, référendum d'initiative populaire, effectivement, il faut créer une habitude. Et je pense qu'il faut toujours se souvenir que les Français, lorsqu'on leur pose un référendum, on les prend comme d'habitude brutalement. Oui. On ne leur donne pas du tout le temps de réfléchir. Et ensuite, effectivement, il y a l'espèce de tohu-bohu électoral au moment du vote où le parti de l'étranger qui règne dans la caste médiatique impose son idée, son orientation. À part que les Français ont déjà montré qu'ils pouvaient être contre. En 2005. En 2005. Bon, voilà. Ils pouvaient surmonter ça. En 2005, ils l'ont fait une fois. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé depuis le 2005, ils auront l'habitude de le faire. Et qu'effectivement, on peut imaginer que si on donne le temps de la réflexion aux Français, c'est-à-dire que si on ne dit pas le référendum, c'est demain, mais par exemple, le référendum, c'est dans 3 mois. Et pendant 3 mois, on va en discuter et vous allez recevoir un fascicule très précis qui montrera sur la page de gauche ce qui vous attend si vous votez non, et sur la page de droite, ce qui vous attend si vous votez oui. Hein, voilà. Je pense que les Suisses, ça se passe un peu comme ça, je pense. Ils ont toujours des informations très précises et parfaitement calibrées. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.